Quel est l'objet que vous avez le plus utilisé ces 10 dernières années? Évidemment, un smartphone. Et je suis prêt à parier que le vôtre a moins de 2 ans. Parce que soit vous faites partie des gens à la pointe de la hype qui rachètent tous les ans le dernier iPhone, soit au bout de 2 ans, allez, 3, votre smartphone vous fait vivre un enfer. Il devient lent, certaines applis ne fonctionnent plus et vous n'avez plus droit aux mises à jour. Petit à petit, ce smartphone n'a plus grand-chose de smart. Alors, c'est pas du tout de l'obsolescence programmée, hein, non, non, non. C'est le prix de l'innovation. Maintenir ces téléphones fonctionnels, faire de la rétrocompatibilité, ça coûte trop cher, paraît-il, même pour les GAFAM. Sauf que, pas de bol pour eux, il y a une toute petite boîte en Europe avec une poignée d'ingénieurs qui réussit la prouesse de vendre un téléphone garanti pendant 10 ans. 10 ans de rétrocompatibilité. Autant vous dire que ça ne plaît pas trop à la concurrence, qui ne se prive pas pour leur mettre quelques bâtons dans les roues. Mais vous allez voir, ce n'est pas ça qui les arrête. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes, les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Agnès, comment ça va? Ça va très bien. Cool. Eh ben écoute, bienvenue sur Tronche de Tech. Je suis très content de discuter avec toi. Je vais pas dire pourquoi, parce que traditionnellement, je lance l'épisode avec un petit exercice pour l'invité du jour. Et cet exercice, c'est de se présenter en 3 phrases maximum. Ok, je vais essayer de me prêter l'exercice. Je ne sais pas si je vais y arriver. Tu me coupes au bout de la Ça va. troisième. Alors, je m'appelle Agnès Crépet et j'œuvre dans la tech, on va dire, depuis à peu près 25 ans. Plutôt en tant que développeuse, mais j'ai eu plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je travaille chez Fairphone et je m'occupe de la Software Engineering Team, donc voilà, tout ce qui touche aux activités de développement logiciel sur le téléphone. L'ambition, c'est de le faire durer, ce téléphone. Et à côté de ça, je suis impliquée dans plusieurs communautés, plusieurs associations, parce que je pense qu'il faut avoir un regard technocritique sur ce qu'on fait, surtout en tant que personne officiant dans la tech. Et je pense aussi que la tech peut aggraver des inégalités, des discriminations, et qu'il est important en fait de se poser des questions sur les enjeux des technologies sur nos sociétés. Très bien. Alors, écoute, Des phrases longues, hein? Non, c'est très bien, t'as le droit. Tu es maîtresse de tes 3 phrases, c'est toi qui décides. Eh ben écoute, plein de sujets qu'on va aborder dans cet épisode. Donc on reviendra évidemment sur Fairphone, qui est, je trouve, un acteur très cool de la durabilité dans un domaine où il y a pas mal d'enjeux, effectivement, avec avec Google notamment et Apple qui trustent un peu le marché. Donc plein de trucs à discuter intéressants. Et puis sur effectivement la responsabilité de la tech. Je pense qu'aujourd'hui, tu mets le doigt sur un truc important, c'est que c'est vrai que la tech c'est devenu tellement important dans nos vies qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Donc on va revenir dessus, mais pour commencer, parlons de ton parcours et de tes débuts. C'est quoi ton premier souvenir de code? Alors mon premier souvenir de code, c'est pas à 12 ans. C'est plutôt plus tard, donc j'ai pas, grandi avec un ordinateur à la maison. Mes parents étaient assez éloignés des technologies, on va dire. Et du coup, mon premier bout de code, c'est plutôt dans le milieu militant. J'ai fait partie et je fais toujours partie d'ailleurs de collectifs qui œuvrent autour des médias libres, des médias alternatifs qui ressemblent par exemple au réseau Indymedia, pour celles et ceux qui connaissent pas. Des réseaux qui sont nés, à la fin des années 90 lorsqu'à Seattle, il y a eu un sommet de l'OMC et les gens qui luttaient contre ce sommet se sont fait, vraiment, taper par, la police quoi. Donc il y a eu OK. beaucoup de violences policières et pour dénoncer ces violences, il y a eu des gens qui ont monté un média en fait, pour, expliquer ce que les médias de masse n'expliquaient pas. Et ça a donné plein de petites autres antennes de ce genre de médias partout dans le monde, 200-300. Et moi, j'ai contribué en fait à monter un média de ce type, en France, dans une ville française. Et pour faire ça, et ben, à la fin des années,
90-2000, fallait développer des choses en PHP avec un framework open source qui s'appelle SPIP. Enfin bon, bref. OK. Et du coup, c'était voilà, j'ai voulu en fait me mettre à coder, du fait de mon militantisme. OK. Et ensuite ça m'a plu et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas continuer les études là-dedans?» OK, trop bien. Bon, sujet, enfin donc très très intéressant comme début, puis surtout sujet, enfin, les médias libres, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment encore plus d'actualité peut-être maintenant qu'à l'époque, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avant on avait les médias de masse, maintenant on a les réseaux sociaux et c'est pas forcément, beaucoup mieux, quoi. Oui, 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 Ouais. tout à fait, hein, les réseaux sociaux, ça participe, à l'amplification, en fait, des news et parfois des fake news, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont montré, l'importance, des réseaux sociaux dans des élections de Trump. Ouais, Non tout à non fait. pas que la deuxième, mais aussi la première. Enfin bon, bref. Mmh. Donc oui, c'est important de pouvoir construire des outils différents, et ces médias dont je parlais là, juste avant, existent toujours et c'est important, que ça vive tout ça Ouais, de les pour soutenir. avoir un poids, une alternative possible à celles et ceux qui veulent s'informer différemment. C'est clair. Et alors ensuite, donc là, tu as ta première révélation peut-être sur la tech. Qu'est-ce que tu fais ensuite, en fait? Comment Je tu décide continues? d'orienter mes études là-dessus, en fait. Voilà, j'avais fait, heu, à la fac, j'avais fait des licences, une maîtrise, un DEA de sciences cognitives avec une spécialité informatique, IA. Et en fait, j'ai voulu vraiment, continuer là-dessus, quoi. J'avais la possibilité aussi de m'orienter plutôt sur la neuroscience, mais en fait, j'ai vraiment bifurqué sur l'informatique et ensuite je suis rentrée dans une école d'ingé, pour, avoir une équivalence de diplôme d'ingé assez classique, vraiment OK. dédiée au avec une spécialité, développement logiciel, quoi. OK, donc plutôt dev que IA, parce que tu t'as dit, tu avais déjà touché un peu à l'IA à ce moment-là? Ouais, exactement. C'est ce qui m'a donné en fait, c'est avec mon DEA, ma maîtrise, mon DEA que j'ai fait mes premiers bouts de code, même licence, je dirais. Mais voilà, j'avais envie en fait d'avoir un scope plus large au niveau du développement OK. logiciel. Donc je suis rentrée dans une école d'ingé et voilà. Et après j'ai bossé. J'ai pas fait de thèse. J'ai pas continué après le DEA ou l'école d'ingé, mais ouais, on en parlera peut-être Pourquoi? plus tard, mais c'est peut-être Ouais, un truc non, non, qui peut mais me plaire. OK. On en parlera peut-être plus tard. Et qu'est-ce que tu fais ensuite, 1er job, en fait? Premier job, tu commences dans la Ouais. tech. Est-ce que ça se passe comme tu veux? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Alors, le premier job, c'est dans une, société qui édite un logiciel, qui éditait un logiciel dans le domaine bancaire. OK. Et autant au niveau R&D, c'était super bien en fait parce que j'ai fait, donc c'était, tu vois, en 2001, donc j'ai travaillé sur les premières versions, d'une stack Java un peu évoluée quoi, les premiers frameworks open source comme Hibernate, tout ça. OK. Ça, c'était cool. Tout de suite, j'étais on va dire baignée dans un univers où la boîte dans laquelle, j'étais, avait des bonnes pratiques de software engineering, donc ça, c'est plutôt bien, les tests unitaires, enfin voilà, Mmh. l'intégration continue, enfin, j'étais contente de connaître ça parce que je sais qu'à l'époque, c'était pas forcément gagné de Ouais. rentrer là avec ces pratiques-là, donc ça, c'était plutôt cool. Mais par contre, le domaine bancaire, c'était pas très fun, quoi. Je me suis pas vraiment éclatée. Domaine, voilà, très, un peu old school, même si les développeurs, développeuses qui étaient avec moi étaient plutôt sympathiques. C'était voilà, le domaine de la boîte, le board, tout ça, Ouais, c'était ouais. pas des gens très fun, donc je me suis vite sentie un peu en décalage. La chose intéressante, c'est que les personnes les plus âgées au niveau du développement, c'était des vieilles développeuses. OK. OK. Donc c'était des filles qui je vais revenir, sur cette histoire-là parce Ouais. qu'effectivement, c'était des filles qui, développaient en COBOL. Il y a eu beaucoup de COBOL dans le milieu bancaire, hein, il y en a toujours beaucoup. Et en fait, ces femmes-là, elles étaient, développeuses, mais plutôt considérées sur des jobs de secrétariat, en fait. Parce qu'il faut OK. savoir que dans les années 80-90, le métier de développeur était vraiment, en France notamment, mais pas que, était vraiment Mmh. considéré comme un boulot, pas très prestigieux, voilà, un peu comme le Petite secrétariat et main, donc il y avait ouais, beaucoup de OK. femmes. Et c'est uniquement donc là, je cite les travaux d'Isabelle Collet, qui a beaucoup travaillé sur la question. Ouais, Tu pourras mettre ça dans les liens à la fin de l'épisode, mais carrément. en gros, elle a montré que quand le boulot de développeur devient un boulot un peu plus prestigieux, avec des salaires plus hauts, les femmes commencent à disparaître. Donc milieu des années 90, 80, fin des années début des années 90. C'est aussi à ce moment-là que l'ordinateur personnel arrive dans le salon des familles, et où
étant donné la division très genrée des familles où, les femmes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, font beaucoup plus de tâches ménagères, on va dire que l'ordinateur, il est quand même accaparé par le papa et son fils, plus que Mmh. par la mère et la fille, et du coup, ça aggrave encore ces inégalités-là. Mais dans le monde du travail, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une requalification du profil de développeur, et dès que le boulot devient un peu plus, Considéré. Ouais, renommé, ouais, considéré et cetera et mieux payé, les femmes disparaissent. Voilà. ouais, Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur ces filles-là, sur ces ouais. meufs de 60 ans, juste avant qu'elles partent en retraite, et c'était super cool parce qu'il y avait une très bonne, bienveillance envers elles, parce qu'on n'était pas donc moi, j'avais un profil différent, elles avaient plutôt un bac, on va dire. Ouais. Moi, je sortais d'école d'ingé, donc il y avait quand même un truc un peu classiste, mais qui s'est vite estompé du fait que, il y a eu une bonne sororité, quoi, entre nous, et j'étais Ouais. un peu la seule Tu la meuf, seule fille, de ingé, nouvelle, ouais, voilà, ouais, ouais, OK. et donc elles m'ont quand même pas mal soutenue, ça, c'était plutôt chouette, Et et comment ça m'a ça donné se beaucoup de force, tu vois? ouais, Au non, au mais final. justement, comment ça se vit ce truc où, du coup, tu arrives dans un milieu où, tu es un peu la seule femme, dans le sens où dans la seule femme, nouvelle génération. Il y a un espèce de remplacement, reconsidération du métier et donc du coup, toi, tu arrives avec un peut-être, je sais pas, un statut un peu différent. Tu vois, comment ça se vit au niveau, management, tout ça autour de toi? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on freine des 2 pieds, quoi? Comment ça se passe? Ouais, au début, c'était pas forcément très simple parce qu'elles me voyaient quand même plus comme la cadre, on va dire. Hem, OK. mais je pense que je peux me permettre de dire que l'attitude que j'ai eue les a peut-être rassurées, voilà. Moi, je te parlais de mon parcours militant aussi juste avant, donc Mmh, ça, mmh. je continue à être dans le milieu, assez militant, et que, ça voilà, quand tu œuvres dans ces sphères-là, forcément, tu regardes pas, le diplôme de la personne en face de toi quand tu es dans un projet militant ou Ouais, politique ouais, commun. ouais. Donc quelque part, ces regards en chien de faïence un peu ont vite disparu, et on s'est rapprochés. Enfin, moi, je me suis rapprochée de ces filles, et c'était plutôt cool. Elles connaissaient vraiment plein de trucs, en Ouais. plus. Ouais, ouais, bah oui, Même si moi, je l'expérience, faisais ouais. du dé j'ai fait beaucoup de C, dans cette boîte, mais aussi, du Java, quoi, tu vois? Et elles faisaient du COBOL, mais quand même, elles avaient une très, très grosse connaissance fonctionnelle. Au niveau algorithmique, elles étaient quand même, voilà, elles connaissaient tout, et voilà, tout leur process était super structuré, enfin, Mais voilà. du coup, c'était des gens qui avaient vraiment appris sur le tas parce que tu me dis, c'est une sortie de bac, donc en fait, tu pas fait Ouais, il y en avait qui d'école à avaient ce même pas moment-là? le bac, mais OK, oui, mais elles avaient quand même eu un bac technologique ou d'accord. un diplôme un peu professionnalisant, et oui, elles ont appris sur le tas, mais avec beaucoup de formation professionnelle. Donc il y a quand même un truc qui fait qu'elles étaient formées quand même, aidées par les entreprises, notamment sur les bases de données. Je me souviens, bon, elles étaient développeuses, mais en COBOL, mais elles se servaient aussi de bases de données, Ouais, bien sûr. et elles ont été quand même assez, bien formées, je dirais, Ouais, je ouais, sais pas. OK. Et alors, du coup, tu me dis, c'est un peu un métier de secrétaire, donc elles sont encadrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont managées par des hommes qui sont développeurs aussi ou, comment tu vois, ça s'organisait? Elles avaient un boss qui était pas du tout développeur, en fait, qui était OK, plutôt, chef de projet, mais on va dire comme ça se passe beaucoup aussi dans le milieu corporate, de type banque, les chefs sont pas forcément des développeurs. OK. Hem, mais du coup, elles étaient très auto-organisées, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient une très bonne connaissance fonctionnelle, elles se géraient plus ou moins seules. Elles c'était pas secrétaire au sens je bosse pour, Ouais. un gars tout seul, quoi, mais c'était plus, le boulot était déqualifié, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc Oui, mais elles c'est en faisaient ce le même boulot sens-là. qu'on fait aujourd'hui, Mais elles grosso faisaient modo. le Ouais, même boulot ouais, qu'on faisait aujourd'hui, les mêmes ouais, problématiques, comment tu structures ton programme, comment ouais, tu le ouais. capitalises, comment tu le mutualises. Et peut-être COBOL, moins encadré en plus, parce que tu me dis s'il y avait un chef de projet, tu vois, c'est-à-dire quand elles s'auto-organisent, parce que quand tu fais de l'architecture, que tu essayes de faire un produit durable et tout ça, souvent maintenant, tu sais, il y a des profils vraiment seniors, un peu architectes, un peu comme ça. Tu vois, là, tu me dis, en fait, tout ça, c'était autogéré. ouais, relativement autogéré. Elles étaient en cycle en V, tu vois, méthodologie en cascade, donc pas forcément d'agilité, mais c'était très structuré et très auto-organisé, donc j'ai vu des équipes agiles beaucoup moins, horizontales et avec des chefs Ah, plus des postures de chef plus prononcées que dans ce milieu, de ouais, meufs où tu avais, finalement pas vraiment de chef, mais très organisé, même si elles faisaient de la cascade. ok. Ouais, oui, oui, c'était la culture de l'époque, on va dire. On n'est pas encore Ouais, arrivé sur les méthodes agiles. Ok, trop cool. Et donc tu m'as dit un peu milieu bancaire, pas forcément ce qui te correspond en termes ouais. de ce que tu as envie de faire. Tu as fait pas mal d'années, tu m'as dit quand même. Alors je sais pas si c'était que dans le milieu bancaire ou tu as fait pas mal de choses, mais tu fais un peu 10 ans comme ça ou sans trop te poser de Oui, questions après je peut-être? rentre dans une ESN, tout à fait, ouais, Ok, ouais. ok. Et tu fais un break après tout ça, tu m'as dit. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce break en fait au bout de 10 ans?
Ouais, bah, je rentre dans cette ESN, ce qu'on appelait à l'époque SS2I, voilà, donc techniquement super intéressant, je rencontre des gens super, voilà, mais toujours un problème d'éthique, quoi, où je Mmh. enfin d'éthique. Disons que j'avais toujours en parallèle ces activités militantes et je vivais une espèce de schizophrénie, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais la Ouais. journée un boulot, qui me plaisait techniquement avec des collègues sympas, tout ça, mais quand même, je bossais pour Total, ou des boîtes de ce type-là. Ce qui enfin, aujourd'hui, ça se passerait plus, j'arriverais plus à faire ça, tu vois? Ouais. C'est pas des choses qui m'intéresseraient. Et le soir, des activités plus militantes. Donc voilà, cette schizophrénie, au bout d'un moment, elle a pesé, on va dire Ouais. et j'ai voulu changer, quoi. J'ai voulu faire autre chose et faire autre chose, c'est pas évident quand tu as une trentaine d'années. Tu peux à l'époque, je devais avoir 32-33 ans. Qu'est-ce que tu fais? Tu as quand même besoin un peu d'argent, enfin voilà. Donc du coup, avec, mon copain, on décide de faire un break pro et de faire un tour du monde, OK. voyager un petit peu, donc c'était en 2010 et la thématique de ce voyage, c'était d'aller voir des développeuses et des développeurs ailleurs. Voilà, pour voir OK. comment ces gens, vivaient. On était quand même, à l'époque, un peu impliqués dans les meet-up locaux, le JUG, donc le Java User Group de Lyon et donc notre astuce, ça a été de contacter, via le Java User Group de Lyon, des gens, d'autres JUG ailleurs. Donc, au Togo, en Malaisie, en Indonésie, on a rencontré plein de gens sympathiques Donc vous avez fait et qui votre trajet comme ça en fonction des gens qui vous ont répondu un peu, c'est ça? ouais, Ou? voilà. OK. OK et du coup vous avez fait quoi comme trajet? Vous avez vu quoi un peu ça? Parce que c'est hyper On est intéressant, ouais. resté ouais, non, c'était cool, on est resté pas mal de temps au Togo. On n'a pas fait tant de pays que ça, OK. mais par contre, on est resté longtemps dans chaque pays. En gros, on a voyagé une petite année, on va dire. OK. On a quand même fini par quelques pays occidentaux, mais au début, on est resté pas mal au Togo, on a formé des gens qui étaient plutôt à profil sysadmin qui voulaient devenir développeurs. On est allé en Malaisie, en Indonésie et après c'était quand même pas mal de mois tout ça là. Puis après on est parti en Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis. Donc États-Unis parce que je pense on était encore baigné beaucoup par la Silicon Valley, cette espèce de rêve. Oh là là, Silicon Valley, c'est trop cool. Ouais, ouais. Mon copain à l'époque avait démissionné de chez Google, donc il bossait, il est pas resté longtemps chez Google parce qu'il était un peu déçu, mais on va dire qu'il était, il a bossé dans une big Ouais, tech ouais. juste avant, donc ça voulait dire aussi que ça pouvait être, encore à l'époque pour nous quelque chose d'inspirant, voilà. Mmh mh. Mmh. Et je pense qu'après ce voyage, on est passé par la Silicon Valley, on a rencontré des gens qu'on connaissait un petit peu là-bas, passé un peu de temps là-bas, mais ça a vraiment été le point de départ pour moi d'un regard ultra, mitigé, voire, très Ouais, OK. critique. Qu'est-ce que tu vois là-bas qui te fait prendre Bah, conscience de je ça? vois les premiers communautés de personnes, les premières communautés de personnes un peu contre, les ingénieurs de la Silicon Valley. J'ai pas vu des bus attaqués, des bus Google attaqués, mais si tu veux, on sent quand Ouais. même, ce genre de réticence des gens locaux, OK. la gentrification. Ouais, c'est Je le vois San premier. Ouais. Francisco, qui coûte extrêmement cher. Je vois, si tu veux aller dans un resto cool dont tu as entendu parler, faut que tu bookes ton truc 3 semaines avant. Enfin, tu as une espèce de Ouais. truc ultra crowded, plein de gens dans cette OK. Silicon Valley, que des gens riches, Mmh. pas beaucoup de diversité, sociale. Hem Et du coup, bah, je trouve ça quand même bizarre, tu vois? Mmh. Et je viens aussi juste avant de pays comme l'Afrique ou l'Indonésie où je prends quand même une grosse claque parce que oui, j'en ai pas parlé, mais ces gens qu'on a rencontrés au Togo et en Indonésie, c'est des gens qui nous ont vraiment inspirés, en fait. C'est-à-dire que je me souviens de ce pote du Togo, qui est d'ailleurs un pote aujourd'hui, Horatio, qui fait partie de la conférence Mixit dont je m'occupe, voilà, aujourd'hui encore. Horatio, il a rejoint la team parce qu'aujourd'hui il vit en France, mais à l'époque il était au Togo, il s'occupait du Java User Group de Lomé et le mec il y dédiait vachement de temps, il appelait les gens, il y avait pas forcément de présence de réseaux sociaux, ça marchait pas toujours donc bref, il parlait aux gens, en tout cas culturellement c'est comme ça que ça marchait, donc il passait plein de coups de fil et on se rencontre et on dit: «Bah tiens, je vais organiser un meet-up tel jour, un samedi matin, à je sais pas, c'était à 1 heure de Lomé, 1 heure de la capitale». Bah, samedi matin, 1 heure de Lyon, moi je m'occupais du Java User Group, donc 1 heure de Lyon, je sais pas, tu mets, ou une demi heure, je sais plus, tu mets Givors, voilà, un Mmh. bled, Ouais. voilà, personne n'est là, quoi. Bah, je suis sûre qu'un samedi matin à Givors, tu as Mmh. personne. Ouais, c'est sûr. Tu as 3 personnes et bah, là, tu avais plein de gens, des dizaines et des dizaines de gens, donc c'était dingue, en fait, de voir la motivation des gens, à la J-Certif, je crois que c'était une conf aussi qui était, pas au Togo, mais pas très loin du Togo. Hem
je sais plus où c'était, je crois que c'était au Gabon, mais je suis pas sûre. En gros, les gens mettaient des journées pour arriver à la OK. JCertifConf, quoi, tu vois? Donc à traverser dans des conditions particulières, machin, pour faire les 3 jours de conf, tu vois? C'est des choses qu'on n'aurait jamais fait nous en tant que privilégiés, Parce que le développeurs, mé développeuses. parce que le métier est beaucoup plus prisé ou quelle est Ouais, quelle est la ils ont raison? envie de Ouais. se former et pour se former, il y a pas, la même offre qu'ici, en Ouais. tout cas à l'époque. Donc du Ouais. coup, il y a cette décision pour eux de on coûte que coûte, on y va, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, effectivement, si tu prends la France ou l'Occident, tu as un cadre pour tes études avec, voilà, ton école d'ingé, elle est payée. Enfin, il y a tout ce truc qui fait que c'est peut-être plus facile d'accéder à du savoir et de la connaissance que dans un Ouais. pays comme le Togo. C'est ça un peu là? Oui, oui, voilà, exactement. Et en Indonésie, je me souviens, j'avais un peu l'équivalent. Donc on rencontre deux filles qui, parce que nous, on donnait des cours aussi en Indonésie. Quand le gîte et le couvert, on avait donné des cours. OK. On donne ces cours et là, on rencontre, enfin, dans nos classes, j'ai une photo de moi où il y a plein de meufs voilées. Donc il y a Ouais, plein de meufs, quoi, dans ouais. ces cours. Donc c'était super et parmi les élèves qu'on rencontre ou parmi les gens qu'on rencontre là-bas, on voit de jeunes filles qui finissent leurs études, qui montent leur boîte à côté et qui, quand elles ont le temps le week-end, elles prennent leur mobylette, parce qu'il y a beaucoup de mobylettes, Ouais. autour de Jakarta et elles vont donner des cours de code aux gamins dans la jungle de Java, quoi. Donc des meufs incroyables. Voilà, OK. des putains de meufs inspirantes et du coup, voilà, c'est des claques, quoi, c'est des Mmh. inspirations et enfin, c'est des gens qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont fait beaucoup prendre conscience de mes privilèges de blanche, occidentale, avec un peu de background, culturel, un peu voilà, de statut social, que j'ai eu quand je suis née, quoi Ouais, et que ouais. j'ai pas acquis toute seule, quoi donc c'était quand même, voilà, une belle claque Ouais. et Mais tout ça, alors, est-ce que c'est que tu le touches du doigt? Parce que je veux dire, intellectuellement, tout ça, tu étais militante, c'est des sujets, j'imagine que tu connaissais un peu, enfin, en tout cas, que tu avais déjà abordé, non? Ou est-ce que tu le découvres ou est-ce que oui, oui, tu si le tu touches du veux, doigt oui, et mais c'est ce que je découvre, c'est l'intersection avec la tech. Tu vois ce que OK. je veux dire? C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, déjà d'une, j'avais pas tant voyagé que ça Mmh. avant ce voyage d'un an là. J'étais jamais allée en Afrique, jamais allée en Asie, donc tu rencontres quand même, tu vois? Une Des fois que choses, tu y es, tu vois ouais. les choses Mmh. différemment et l'intersection avec la tech, donc tu vois ce truc-là que je disais en intro, comment la tech aggrave les inégalités, tout ça, bref. Bah, tout ça, je touche du doigt dans ce voyage, quoi, en commençant par l'Afrique et l'Asie, en Ouais. terminant par la Silicon Valley. Parce qu'après, sur la fin du voyage, on a fait les États-Unis, on a traversé, d'ouest en est les États-Unis, mais en s'arrêtant beaucoup de temps dans la Silicon Valley. Là, je lis un peu tous les points, quoi, tu vois? Et je me rends compte «Ah ouais, OK». Donc on a des gens dans la Silicon Valley qui essayent de trouver des solutions tech à des problèmes qui n'en sont pas vraiment et à Et côté, j'ai vu des gens, enfin juste avant, j'ai vu rencontrer des gens au Togo et en Indonésie qui, alors c'est pas des anti-tech puisque j'ai rencontré plutôt des développeuses et des développeurs, mais qui utilisent la tech avec un framework complètement différent, en se posant plein de questions essentielles comme, quelle tech on va choisir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un outil technique? Si c'est un outil technique, en quoi, ça va émanciper telle population? Est-ce que l'outil est choisi ou subi? Est-ce que sociologiquement il va ah être, ouais, OK, OK. enfin, on va dire, est-ce qu'il va être, écologiquement et sociologiquement soutenable? Ouais. Le côté écologique était d'entrée de jeu un sujet parce que, par exemple, au Togo, tu avais pas une, Tu moins de moyens, en fait, tu moins de électricité, ouais, ouais, ouais. tout 24 heures sur 24. Enfin Ouais, ouais. bref, tu as J plein de solutions mmh. qui se posent, Des trucs qu'on plein appelle un peu de low tech, critères en qui se fait, c'est posent. un peu ça? Ouais, Ouais. exactement OK. et donc tout ça, je me le prends en pleine gueule et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que quand je reviens, je suis plus du tout la même, quoi. OK. OK et attends, j'avais une question qui m'est venue pendant que tu racontais, mais je l'ai perdue. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Mais OK, donc hyper enrichissant, et donc tu reviens et c'est quoi ta résolution quand tu reviens? C'est quoi la suite, en fait? Tu fais quoi? Bah, je reviens et en gros, en quelques mois, on monte une boîte avec des potes et mon mec, Ninja Squad. OK. On achète un appart et on fait 2 mômes. Voilà. Donc en gros, toutes les Grosse barrières résolution, qu'on ouais, ça change avait, pas ouais, mal de enfin, en trucs. gros, Mmh. c'était même pas trop des résolutions, mais on monter une boîte, on en avait envie avant de partir, ça c'est sûr. On OK. n'avait plus du tout envie de bosser pour des gens, voilà, on avait envie de faire les choses comme on voulait le faire. Donc on monte Ninja Squad qui est une boîte plutôt, inspirée du même si ça n'en est pas une, mais inspirée des scopes. On a il y a 12 ans d'écart entre le plus vieux et le plus jeune, on a tous le même Tu peux salaire. expliquer ce que c'est une SCOP, peut-être? Ouais, donc c'est une coopérative. Donc c'est un format de boîte où, la boîte est détenue en fait par, les employés et si jamais tu revends la boîte, bah,
tu peux pas te faire d'argent en vendant tes parts de la boîte, ça doit revenir en fait à la structure. Donc D'accord. la gouvernance de la boîte est faite pour que ça dure et que si profit il y a, ce soit remis en fait dans cette boîte-là. OK, donc il y a toute une structuration qui est différente des Exactement. SAS, et cetera, qui fait que, c'est les employés en premier plus que des Voilà. actionnaires. Alors nous, c'est pas vraiment une scope qu'on a montée parce qu'à l'époque, on savait pas exactement ce qu'il fallait, mais on a fonctionné exactement comme ça. Donc même salaire malgré les 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux, remote first, pas de commerciaux, on décide de nos missions, Et on a vous depuis ce démarchez jour-là, on vous-même du bosse coup plus si pour, pas de hein? commerciaux? Vous démarchez vous-même du coup si vous n'avez pas de Ouais, ouais, commerciaux? on Ouais. démarche. Alors après, on était très impliqués dans les meet-up locaux, donc forcément, ça s'est tombé un peu tout seul, quoi, Ouais. l'émission. Beaucoup de forfaits, enfin voilà. Et du coup, on décide aussi un peu plus les clients avec lesquels on veut bosser. Donc ça, c'est Et plutôt chouette. quel est l'intérêt plutôt que d'être chacun en freelance en fait? Chacun dans sa Parce propre. qu'il y a un support en fait, mutuel. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un ou une qui a pas de mission, l'autre, les autres peuvent, Ah oui, gérer. il y a une question de salaire en fait. Tu as quand même une assurance Ouais, en voilà. fait, grosso modo. Oui, j'avais pas pensé à ça. OK, Exactement. Et OK. puis aussi, si on veut faire de l'open source, des choses non lucratives un temps, qui Ouais. peuvent rapporter que plus tard, ça permet d'investir, Ah oui, tu de peux donner dire du temps à cette personne. un membre de l'équipe fait ça et le reste de l'équipe continue à travailler sur les projets, ça ramène de l'argent à la boîte, tout le monde a son salaire et en fait on investit au global en équipe et puis voilà, on décide qui travaille sur Ouais, quoi. voilà. OK. Voilà, il y a Cédric, dans la boîte, Cédric Exbraya, qui est très actif dans la communauté open source, sur le monde Angular, le monde Vue, et cetera. Il passe plein de temps encore aujourd'hui à regarder tous les commits Angular, tout ça. Bon, ça, typiquement, tu pourrais te dire bêtement en format ESN: «Ah dis donc, c'est pas lucratif», parce que si, voilà, s'il regarde des commits toute la journée, mais en même temps, grâce à ça, il a écrit des bouquins, il a monté des packages pro pour, voilà, pour, permettre aux stagiaires de bien se former, Ouais. et ce qui fait que grâce à ça, on vit très bien aussi, dans Ninja Squad juste par l'activité de formation. Donc c'était non seulement un bel investissement en termes d'un point de vue lucratif Ouais, même, ouais, tu ouais. vois? Et puis c'est un truc aussi qui lui a permis j'imagine, enfin j'espère pour lui, mais je pense que c'est le cas, de se faire plaisir et de s'éclater à écrire ses livres, quoi, tu vois? Trop ouais, trop bien. Alors attends, j'ai ma question qui est revenue, donc on va revenir un peu Vas-y, en vas-y, arrière et après on reprends. reviendra sur la scope et la suite. Ma question c'était, donc tu as fait ton voyage il y a 15 ans, où tu me dis donc les gens sont vraiment à la recherche du savoir, tu vois? Ils font des kilomètres pour aller à une conf. Est-ce que qu'est-ce À ton avis, est-ce que tu sais ou est-ce que c'est juste ton avis? Mais tu vois, aujourd'hui, peut-être entre 15 ans, l'accès au savoir, il a quand même encore évolué. On a encore plus accès à pas mal de choses, tu vois, sur internet. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose à, je sais pas, la motivation ou ce côté peut-être, hyper, plus humain qu'il y avait à un moment? Ou est-ce que selon toi, ça a pas trop changé dans des pays comme le Togo, la Malaisie, l'Indonésie? Bon, j'y vis plus, donc faudrait Ouais, plutôt demander aux gens qui y sont encore aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que ce gap culturel, il a pas disparu non plus, ouais. tu vois? Et puis je te dis, c'était plus, moi, ce que ça m en quoi ça m'a marqué, c'est que j'ai arrêté de penser que la Silicon Valley, c'était le vecteur d'inspiration que je devais avoir Mmh mh. absolument, tu vois? Et Mmh. ça m'a juste défocalisée sur cet angle occidental où je vais m'inspirer de ces gens de la big tech qui bien souvent sont des hommes d'ailleurs. Hem, donc ces hommes de la big tech, mais je vais essayer voilà, ça m'a permis de décentrer un peu mon focus Ouais. et de m'inspirer de gens comme Horacio, comme Mila Eneti, les indonésiennes, voilà, qui me permettent de me dire: «Ah ouais, en fait, c'est possible aussi de faire ça», et c'est elles et eux qui d'ailleurs m'introduisent plus ou moins à la low tech, tu vois? Ouais. Ouais. Donc c'est plus moi qui ai tiré, inspiration de ce qu'ils et elles faisaient. Hem Et aujourd'hui, je pense que ce gap, il serait toujours, je sais pas si j'y retournerais, comment ça se passerait, mais je vais souvent en Chine, par exemple, ou à Taïwan, en Chine, c'est un peu particulier. On pourrait faire un épisode dessus, donc je Ouais, vais OK, on en pas parlera un trop petit peu quand même. m'exprimer, Ouais, sur ouais. la Chine parce que c'est quand même pas les mêmes types de pays que le Togo, Ouais. l'Indonésie. Mais à Taïwan, par contre, à Taïwan, si, j'ai rencontré aussi pareil des gens assez inspirants et j'y vais souvent quand même là-bas. Taïwan, ça ressemble plus pour toi au Togo, Malaisie qu'à la Chine? Bah oui, parce qu'en Chine, OK. tu vois, tu as quand même un gouvernement particulier qui fait OK. que tu as pas une liberté d'action, comme Ouais. celle que tu pourrais avoir ici, ou même en Mais Indonésie, au le Togo, niveau ou de vie à voilà. Taïwan est quand même plus élevé que Togo et au Togo ou en Malaisie, non? Oui, oui, tout à Ouais, fait, mais mais on c reste sur un gap culturel, c'est ça que je OK, veux dire. Tu OK. vois, c'est quand même, Oui, oui, j'imagine, ouais, OK. et puis c'est plus élevé pour certaines populations, mais pas pour tout le monde, enfin, tu vois? Voilà. Il y a beaucoup d'inégalités aussi, ouais, OK.
Ouais. Ok. Ok, intéressant. Ben, revenons sur maintenant, donc tu as cette introduction à la low-tech, tu m'as parlé de la scope. Tu fais d'autres choses avant de rejoindre Fairphone? Donc ouais, enfin, comme je l'ai dit, j'avais envie de monter, cette boîte avec ses potes là, Ninja Squad. Mais à côté, j'ai pris aussi un boulot dans une école d'ingé, celle dont je me suis extirpée de là 15 ans avant. Donc à l'époque, hein, voilà, 15 ans avant, je finissais mes études dans cette école Ok. et un ancien prof m'avait recontacté pour, un poste, voilà, qui pouvait peut-être m'intéresser. Donc je l'ai pris et j'ai donné beaucoup de cours d'informatique pendant 3 ans. Ok. Dans cette école d'ingé, j'avais un poste, voilà, permanent, on va dire. Ok. En plus de ton Hem, boulot, ouais. Ok. ouais, et c'était super parce que, ouais, j'ai beaucoup aimé enseigner. Je sais pas si c'est un truc que je ferais toute ma vie parce que c'est parti enfin, tu vois, j'ai beaucoup fait d'ingénierie de projet, enfin des projets quoi. Moi, j'aime bien faire des projets quand même, donc ça me manquait au bout de quelque temps de faire des projets, on va dire dans l'industrie, voilà, des choses qui voient le jour, Ouais. avec une équipe, tout ça. Voilà, ça tu pas ça en école d'ingé quand tu enseignes, mais moi j'étais pas chercheuse, j'étais uniquement dans l'enseignement, donc voilà, je suis contente d'avoir vu autre chose, enfin d'avoir vu ça et d'être partie, voilà, Ouais. mais bon, j'y retournerai peut-être un jour, ça veut pas dire que j'ai fermé la porte de l'enseignement, Ok. mais c'était chouette de faire ça pendant 3 ans. Trop bien. Ok. Qu'est-ce que tu en tires en fait? Parce que tu vois, ça rejoint un petit peu ce que tu as vu avant dans ton voyage. Parce qu'avant ça, tu n'avais pas envisagé de faire de l'enseignement si? Ou... Pas forcément, j'en Non. donnais de temps en temps des cours, Ok. mais à temps plein, j'aurais pas forcément imaginé ça, non. Ouais. Ce que j'en retire, c'est que, bah, il y a plein d'élèves avec qui je suis toujours en lien 10 ans après, tu vois? Ok. Hem, c'est un peu quelque part ce que je t'ai dit sur le fait de se défocaliser sur ces modèles Hmm. très occidentaux, western countries, tu vois? États-Unis, enfin des US et tout ça. Bah, les gamins en école d'ingé, ils sont un peu inspirés par les mêmes trucs, quoi, Ouais. hein, à cause des vecteurs que sont les profs, donc nous. Et à cause des boîtes qui viennent leur rendre visite. Moi, je me souviens, là où je bossais, bah, tu avais, voilà, des grosses boîtes de conseil, Hmm. qui venaient faire des petits déj ou des, je sais pas, des Je vois lunch très bien. Ouais, ouais, pizza, je vois tu vois très bien? bien. Ouais, ouais. Et en fait, bon, moi, j'ai rien contre ça, pourquoi pas, hein, mais le problème, c'est qu'après, c'est qu'un seul modèle d'inspiration pour les Bien mômes, sûr. pour les gamins en école d'ingé. Ouais. Et et en fait, ça veut pas dire, donc en fait, tu as un phénomène de reproduction sociale, tu vois? Si tu as lu Les Héritiers de Bourdieu, bah, tu es en plein dedans, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce capital, donc faut savoir qu'en école d'ingé quand même, c'est en France, on a de la chance, on arrive à ouvrir quand même, on a un système scolaire qui peut être un peu sain, donc tu as quand même Ouais. des filles ou des fils d'ouvriers qui peuvent se retrouver en école d'ingé, mais c'est pas Hmm. la majorité, Non, bien évidemment que sûr. non. Bien sûr. Donc tu as un système d'entretien des privilèges. C'est-à-dire que ces gamins-là, ils sont quand même tous plus ou moins privilégiés, que ce soit, leur capital social, culturel, économique et cetera. Mais en plus de ça, leur intelligence va pas être mise au profit de projets, plus socialement ou écologiquement soutenables parce qu'ils Hmm. vont voir qu'un modèle d'inspiration dans ces écoles-là. Alors ça, je dirais pas que c'est moi qui a contribué à tout changer quand je suis arrivée, mais évidemment que ça m'intéressait de changer ça. Ouais. J'étais pas la seule non plus. Il y avait quand même une belle énergie, d'autres profs qui voulaient faire voilà, un autre focus. On avait monté un hackathon pendant 3 jours qui a perduré un peu, les Dynamo Days, tout ça. Donc il y a eu quand même, j'étais pas la seule à faire ça, mais c'est vrai que bon, voilà, je pense que les élèves sont très preneurs de sources un peu d'inspiration différentes, mais c'est comme moi, quelques années avant, avec même si j'étais Ouais, bien militante en sûr. plus, ce que tu dis, c'est vrai, hein, malgré le fait que j'avais un spectre très militant, bah, finalement, dans le milieu de la tech, je voyais pas vraiment d'alternative. C'est quand j'ai commencé à fréquenter des meet-up et à rencontrer d'autres gens et du coup à partir en voyage que j'ai commencé à me dire: «Ah ouais, mais mon métier de tous les jours, ça peut être aussi un truc qui a du sens». Et je suis pas obligée d'avoir cette schizophrénie de dingue où, je bosse pour, des boîtes qui m'intéressent pas éthiquement, et le soir je vais militer, faire mes réunions, quoi. Hmm. Donc j'ai voilà, au bout d'un moment j'ai fait, heu, concilier les 2. Mais pour revenir au choix de l'école d'ingé, d'enseigner tout ça, il y avait quand même un truc assez grisant, assez sympa dans l'enseignement, c'est que tu as quand même l'impression de donner ton temps à un truc qui sert, quoi. Hmm. Et si tu et moi l'effet que j'ai, le souvenir que j'ai de cette époque dans cette école d'ingé, c'est que quand je déversais, des infos, hein, sur: «Bah, tiens, vous avez vu ce truc sur la low-tech était déjà présente», j'avais invité une fille qui s'appelle Isabelle Wynne, je me souviens, qui était une ex-Insalienne et qui avait monté un truc qui s'appelle La Clavette, qui était un projet où elle était en tant qu'ingénieure, elle était allée voyager dans plein de pays, notamment asiatiques,
pour essayer de montrer des projets de type low-tech. Et donc j'avais mis ça dans les mains des élèves, j'avais plein de gamins super intéressés. Ouais, Donc ouais. c'est pas c'est pas par défaut, ils fermaient pas la porte, quoi. C'était pas 100% de la promo, mais Bien par sûr. défaut, c'était. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a pris un petit peu, ça m'a donné en fait l'envie de continuer à pousser les gens qui sont comme moi je l'étais à l'époque, pas forcément baignés dans ce que peut être une tech différente, tu vois. Ouais. Leur pousser ces infos, ces fils à choper pour que les gens puissent bosser différemment. Ouais, leur ouvrir un peu les chakras, leur montrer un petit peu Ouais, des qu'il y a d'autres choses alternatives. possibles, hein, Ouais, je qu'il suis peut y d'accord. avoir une autre forme de tech, quoi. Non, mais surtout que comme voilà, toi, c'était un exemple hyper intéressant parce que tu vois, t'es militante assez tôt et tu mets quand même presque 10 ans à te rendre compte qu'en fait, dans le milieu pro, c'est pas ce que tu as envie de faire. Donc, tu es quand même quelqu'un qui, pourtant, tu vois, était dans les Bah un ouais, petit c'est peu les dingue, bonnes ouais. dispositions. Et donc, tu te dis, bah, si en plus, t'as pas ces dispositions-là ou pas ouvert sur un truc, en fait, c'est hyper dur de te rendre compte que tu as le choix, il y a plein d'alternatives et fais un truc qui te plaît et qui te parle. Et puis même d'avoir la maturité pour se dire, c'est quoi, moi, entre guillemets, ma mission ou les choses qui me font un peu vibrer, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, l'enseignement est un très bon vecteur pour ça, quoi. Bah oui, exactement. Mais oui, c'est dingue, hein, j'aurais dû faire Ninja Squad, tout ça, 10 ans avant, en Ouais, c'est sortant de ce qu'on se l'école. dit, mais bon, en même temps, tout ce qu'on apprend sur le chemin, c'est ça qui fait qu'à la fin, on le fait, tu vois. Je veux dire, c'est difficile de se Ouais, dire ouais, que non, tout c'est est. sûr, c'est sûr. Mais tu vois, dans les élèves que j'ai, il y a une fille que j'aime beaucoup, Charlotte, que je suis tout le temps, on s'appelle de temps en temps et tout ça. Bah, elle est ultra inspirante parce que cette jeune fille, elle a eu, tu vois, le cran de faire ce qu'elle a envie tout de suite, Ouais, il y en a dès qui. qu'elle est sortie de l'école d'ingé. Et ça, t'en as plus. On parle beaucoup, hein, des élèves qui bifurquent, tout ça. Bah, c'est top en fait, c'est des élèves qui ont trouvé ces sources-là bien avant moi, bien avant mes 10 ans là. Et du coup, bah, ça peut tout de suite faire effet boule de neige dans les écoles en Ouais, question, c'est bien. tu vois? Non, Donc mais ça, c'est c'est sûr. cool. Mais il y en a quelques-uns comme ça aussi qui, moi, je trouve très impressionnants de maturité très précoce. Après, ils ont aussi peut-être été exposés à des choses avant qui font que, tu vois, c'est toujours il y a toujours un Ouais, petit c'est côté sûr. déterministe aussi. Mais si déjà dans ces écoles-là, tu peux avoir 3-4, un groupe de Ouais, quelques personnes qui, tu vois, qui sont déjà au courant de trucs différents, ça peut quand même aider, quoi. c'est clair. Non, mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Et alors, donc, ensuite, faire fun. Oui, faire Ouais. fun. Tout de suite, tu bifurques. Pourquoi? Comment tu trouves ça? Comment ça? Alors en fait, je bifurque pas, mais j'étais quand même bien dans dans le fait d'enseigner, d'être dans une jazz squad à côté, tout ça. Ouais. Mais il y avait cette ambition pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, de revenir quand même à des projets, quoi. Tu vois, il y avait peut-être un truc qui me manquait, le fait de faire un projet avec d'autres équipes de gens dans la technique, quoi, on va dire. Et j'avais pas non plus envie de rejoindre n'importe quel projet. Et avec mon conjoint, on avait envie de voir d'autres trucs et de partir un peu. Et donc, du coup, on a décidé de comment dire? De voir quel pays pouvait nous intéresser. Et OK. dans les pays qui étaient dans la liste, si tu veux, il y avait une boîte qui s'appelait Fairphone, que je suivais depuis longtemps, qui était super inspirante, puisqu'il y avait plein de choses qui qui reprenaient un peu toutes les valeurs que j'ai précitées, quoi, tu vois? Être conscient que la tech peut avoir des effets nocifs, il y avait une approche, anti-néocoloniale dans Fairphone, tu vois? Le fait Ouais. que voilà, Tu peux à la tu base peux Fairphone, préciser là-dessus? Ouais, c'est intéressant ce sujet. bah, Fairphone à la base, c'est une campagne de sensibilisation aux minerais dits de sang, donc les minerais de Mmh. conflit, l'or, l'étain, le tantal, le tungstène. Et à la base, c'est vraiment des gens à parité entre le Congo et Amsterdam qui dénoncent ça. Tu vois que dans nos smartphones, on a toutes et tous du cobalt, donc du coup, on soutient le fait, d'un extractivisme assez appuyé qui a des effets dévastateurs et d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. Et socialement, il y a des guerres, quoi. En gros, en OK. RDC, en République démocratique du Congo, on parle de la plus grande guerre, mondiale, OK. africaine. Ouais. Il y a des millions de morts, depuis des années là-bas et principalement à cause des ressources, tu vois, minières. OK. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse des sols en RDC fait on entretient ces conflits, quoi. C'est pas au Congo, c'est pas, les médias occidentaux disent souvent: «Bah, oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'ethnies là-bas, ils ont des problèmes entre eux et cetera». Pas du tout, hein. Enfin, je veux dire, Ouais. il y a des soucis. Il peut y avoir des soucis, mais entretenus par des rapports néocoloniaux Parce où que on parce a que des quoi? Parce que nous, en gouvernements, fait, on va vouloir acheter le minerai à des prix, relativement élevés et que du coup, il y a des guerres pour se l'approprier, en fait, c'est oui, pour parce que contrôler?
Le Congo, c'est 60-70% de la production mondiale de cobalt qui est au Congo. Donc forcément, c'est là où est le minerai, c'est là où on le récupère, tu vois? Et cette richesse-là, attire forcément, pas les meilleurs échanges commerciaux, on va dire, tu vois? Ouais. Et donc il y a un système de corruption du trader, donc de la personne qui achète le minerai aux mineurs, quoi, jusqu'à, on va dire, en passant par les gouvernements, divers et variés et français, et africains, en passant par les grosses boîtes de la tech qui, en gros ne font pas, ne donnent pas une part importante à Ouais. cet élément-là Parce que dans si le. le truc était fait de manière faire entre guillemets pour reprendre le mot, ça serait qu'il y ait quelque chose en place avec une espèce de structuration autour qui fait que cette richesse-là de ce pays, en fait, ils puissent fixer vraiment leur prix, quoi. En gros, ils disent voilà, on Oui, se met que en ça place. aille, Ouais. voilà, c'est que ça aille directement dans les poches des mineurs parce Et que ça serait plus c'est cher, du elles et coup. eux qui Ouais, décèdent dans les mines, quoi, ouais, c'est aujourd'hui, ça. et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui travaillent dans les mines, qui vont pas à Ouais. l'école. J'ai vu un film la semaine dernière au Festival Numérique en Lumière qui est organisé par Point de Mire à Paris, ça s'appelle Le sang et la boue. Le sang et la boue. Ok. Je le conseille fortement parce qu'il décrit la situation, au Congo, enfin en RDC, heu et sur l'impact de l'extractivisme minier dans ce pays-là. Le sang et la boue de Jean-Gabriel Intéressant. Desnos. Je le mettrai Je le conseille. en commentaire, enfin en description. Ça marche. Donc voilà, donc en fait, si Ouais. tu veux se faire fun, voilà, parle de ça, parle du fait que, voilà, pour arriver à donc il y a tout un travail sur les minerais chez Fairphone. Bon, moi, je suis pas là-dedans, hein, je fais Ouais. pas de je suis pas spécialiste des matériaux, mais par contre, il y a toute cette ambition chez Fairphone dans lequel je me dis: «Tiens, je pourrais peut-être faire un truc où on fait durer les appareils». Et donc craquer l'obsolescence, matériel, logiciel. Fairphone, c'est connu parce que c'est modulaire, c'est comme un Lego Ouais. que tu assembles toi-même et que tu répares toi-même. Même ma tante Ginette, qui habite en Haute-Loire, peut le réparer, son téléphone, parce qu'on démocratise la réparabilité matérielle. Mais au niveau logiciel, il y a aussi cette ambition de faire durer le produit. Et là, par contre, je me suis dit: voilà, là, je peux jouer un rôle», même si j'étais pas très spécialiste des stacks, Android, bas niveau, on va dire. Ouais. Je me suis dit: «On va essayer», et j'ai postulé et voilà. Ok. Et j'ai eu le Et poste, je suis partie. ouais, mais trop bien. Du coup, tu as ce poste-là. J'aimerais bien comprendre ce truc-là parce que tu vois, tu te dis, c'est effectivement un truc bas niveau, technique, tu vois, parce qu'effectivement, essayer de faire durer le logiciel Android qui est pas forcément, il est open source, hein, mais il est peut-être pas fait spécialement pour cette plateforme. Et voilà, et du coup, tu vas à des problématiques que tu as sur Apple aussi, que tu as les logiciels, au bout d'un moment, ils sont plus compatibles, les mises à jour, etc. Donc, au bout d'un moment, ton téléphone, il devient petit à petit, entre guillemets, inutilisable. Alors, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est un téléphone et tu peux toujours appeler avec en général, mais en tout cas, il y a plein d'applis qui marchent plus, auxquelles tu es un peu habitué. Et toi, tu me dis: «J'ai pas trop d'expérience là-dedans», mais tu es quand même prise, en fait. Comment ça se fait, en fait? C'est vraiment, parce que tu avais l'expérience qu'il fallait ou, tu as dit: «Je vais apprendre sur le tas»? Quelle était la vision un peu de Fairphone, sur ce poste? Alors au début, je prends un poste qui est à l'IT, donc qui est pas vraiment sur le software sur le téléphone. Donc voilà, l'IT, quelque part, c'est de l'informatique non exotique, quoi, hein. L'informatique d'entreprise que tu retrouves plus ou moins dans n'importe quelle boîte. Je rentre par cette porte-là et c'est quelques mois après être rentrée par cette porte que je bifurque sur la partie, sur laquelle j'ai le moins d'expertise. J'ai hacké Fairphone, non, je rigole, mais Ouais, ouais, mais disons que c'était, non, mais c'est souvent comme ça, quand même. C'est souvent comme ça, tu oui, voilà, parce que j'ai quand même voilà, ça faisait quand même un paquet d'années que je faisais du software, et puis ça m'intéressait de connaître, cette partie de développement-là, ouais. dans laquelle j'avais moins d'expertise, mais quand même, il y avait voilà, sur le back-end, j'avais quand même de l'expertise et ça sert toujours Mmh. aujourd'hui. Mais oui, si ta question c'est, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, je sais pas si c'était le sens de ta question aussi, mais qu'est-ce qui se passe chez Fairphone, au niveau de cette question de comment faire durer au niveau logiciel, Mmh. les téléphones? La grande question c'est, effectivement, qu'est-ce qui freine en fait la longévité des téléphones? Qu'est-ce qui freine le fait qu'on puisse faire vivre son téléphone longtemps? Ce qui freine, c'est le fait que Android c'est open source, mais ça tourne sur le CPU, donc il y a plein d'autres choses qui tournent en dehors du CPU. Il y a plein de choses qui sont complètement fermées. Le firmware du fingerprint sensor, le firmware de la caméra, le firmware du NFC, tout OK. ça, c'est du code fermé.
Parce que, Et attends, toi, juste qu'on comprenne bien, Fairphone, t'achètes plusieurs composants modulaires et chacun, il a son propre firmware et chacun, tu dois le faire marcher sur la ouais, plateforme Android, c'est ça? Tu dois l'adapter. Ok. voilà, donc même si toi, chez toi, un jour, tu veux faire marcher, je sais pas, un capteur, fingerprint, bah, Ouais. forcément, tu vas l'acheter, il va y avoir une couche de firmware dessus Ok. pour que tu puisses interagir, l'intégrer, avec un Ouais, avec une système, pas API, en forcément Android fait. d'ailleurs. Ouais, un Ouais, truc comme ça. voilà. Et ça, c'est un monde, quoi, hein. C'est le monde de l'embarqué aussi, tu Ouais, vois? Un ouais. monde que je connaissais très peu aussi. Hem et quand je reviens au monde de la stack, Android, enfin, quand tu fais un téléphone Android, faire durer le téléphone, ça veut dire faire des montées d'Android régulières. Pendant 7-8 ans, nous, on fait de la maintenance logicielle pendant 8 à 10 ans, c'est ce qu'on dit sur le téléphone. Sur le 5, c'est 8 à 10 ans, sur le 6, c'est 8. Enfin bon, bref, Donc 8 à des 10 choses ans qui sont tu support. garantis la Ouais. compatibilité de toute la Le plateforme, quoi. support, les security updates, les mises à jour Ah Android, ouais, tout ça. ok, ça personne le fait. Et Non, il y a l'industrie est qui pas fait ça? prête, si tu veux, quand tu achètes ton fingerprint sensor en 2020, bah 2030, tu as de grandes si tu fais rien Ah de ouais. particulier, on va dire, si tu fais si tu manages pas ça en avance, bah il y a de grandes chances que ce fingerprint sensor, il n'existe plus, que le fabricant, il n'est plus là ou qu'il en a rien à foutre de ce vieux truc, qu'il a vendu il y a 10 ans. Il veut t'en de toute façon, son but, c'est de t'en vendre un autre, Bien sûr. donc autant te dire que le firmware, il va pas le mettre à jour. Donc mais pourquoi il faut le mettre à jour? C'est ça la question. Pourquoi tu pourrais dire: «Oui, mais ces trucs-là, c'est pas Afrose, tu peux pas Ouais, les geler à une version particulière?» Bah non, parce qu'en fait, tu dois faire de la montée Android, de ouais. la montée de version Android. C'est-à-dire qu'en fait, Android a une durée de vie de 3 ans à peu près. Donc on pourrait se dire: «Bon alors attends, on fait, du support 8 à 10 ans, allez, on va faire 3 ou 4 mises à jour Android». Bon, dans la réalité, il faut en faire un peu plus parce que les premiers temps, les premières années, c'est toujours bien d'upgrader chaque année ton téléphone. C'est Ouais. même des choses que demandent certains utilisatrices, certains En termes utilisateurs, de tu vois? sécurité, D'avoir à des upgrades minima, ouais. réguliers Mmh. et rapides, voilà, puisque tu profites des derniers, features, fonctionnels aussi, tu vois? Mmh. Au-delà de la partie sécurité et donc du coup, il faut que tu fasses un sacré paquet de montées de version d'Android. OK. Et pour ce faire, comme n'importe quel framework, tu as des montées d'API. Donc, si jamais tu passes à Android, 15 par exemple, bah, tu as Mmh. plein de trucs à implémenter au niveau sécu dans ton téléphone, l'API BCR, enfin tout ce qui est biométrique par exemple, OK. sécurité biométrique. Bah, ça fait sens aussi, hein, c'est pas je suis pas contre Google, de enfin c'est pas une critique envers Google, c'est normal qu'ils fassent ça, au bout d'un moment tu dois, mettre à jour ta stack de sécurité sur ton téléphone du fait des exigences Android qui changent, d'accord? Sauf que, techniquement parlant, c'est pas comme, voilà, mettre à jour Android sur téléphone, bah, c'est pas comme mettre à jour ton OS sur ton laptop, enfin sur ta Ouais. tour, disons, Ouais. reprenant une autre image encore plus old school. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué parce que justement un téléphone, c'est très complexe. Tu as un GPS, tu as une caméra, tu as un fingerprint sensor, tous ces trucs que tu as pas forcément par défaut sur les ordinateurs, il y a quelque temps, qu'on utilisait chez nous en format tour et du coup, il faut que les drivers de ces composants-là soient aussi upgradés. Drivers firmware, on va dire. OK, OK. Mmh. Et là, tu as 2 types de choses, 2 types de alors je simplifie, hein, parce qu'il y a bien des choses entre tout ce que je te dis là, mais en gros, tu as 2 pistes. La première piste, c'est maintenir des relations avec tes fournisseurs pour forcer le fournisseur à faire la mise à jour firmware et toi, tu intègres ça dans ton driver, tu vois? OK. Parce que c'est toi qui fais les Soit drivers, du coup? Toi, tu fais tous les ouais, ouais, drivers? enfin, moi et mes collègues. Ils fournissent pas oui, mais ils fournissent pas un driver, tu vois? Parce que de mémoire, à l'époque, sur un ordinateur, tu installais un truc qui fournissait le driver pour Windows CTE qui était responsable du driver. Bah, Là le firmware et le driver peut être fourni en ouais. partie évidemment par les fabricants, mais c'est au bout d'un moment, une fois que c'est plus Ah maintenu ouais, par eux, d'accord. OK. qu'est-ce qui se passe, tu vois? OK. Donc la première option, c'est quand même de les forcer à continuer parce que c'est quand même elles et eux qui connaissent le mieux la stack du Mmh. composant, tu vois? Et l'autre option, c'est, bah, ils lâchent le code, à toi pour que tu puisses le récupérer et que ce soit à toi de maintenir toi-même la stack, en question, tu vois? Cette partie du composant en question, le firmware et le driver. Le firmware, tu as accès pour l'updater, toi, Ça Fairphone? dépend des cas. Ouais, ça dépend du cas. Tout est possible. En fait, il y a pas de règle. C'est-à-dire qu'idéalement parlant, c'est mieux que ce soit contractualisé avec le fournisseur et que ce soit lui qui te fasse la mise à jour firmware. Mais si c'est un truc qui a plus aucun intérêt Ouais. commercial pour lui, il va pas mettre 3 ingés à t'updater le Mmh. firmware pour, le passage Android 16, hein. Ouais, ouais. OK. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, bah, voilà, idéalement parlant, tu as accès au code. Tu as acheté le code.
Ok. Tu as une licence, je ne sais quoi, long Mhm. terme, et du coup, c'est toi qui upgrade. Et si jamais c'est pas le cas, bah, tu fais un peu de reverse engineering et tu essaies de comprendre comment ça peut être possible de changer, de mettre, une couche logicielle entre le firmware et ton driver, pour Ouais. faire en sorte que ça marche, tout en étant quand même sans faire n'importe quoi, dans le sens où il faut que tu passes quand même ta certif Google. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu es un fabricant Android, tu signes une licence Android, et pour ce faire, chaque fois que tu ships, Android, sur les devices, donc nous on a, je sais pas, 500 000 appareils dans le field, quoi, enfin voilà, plein de gens qui ont des Fairphone, et oui, Ouais, c'est bien, ouais. ça c'est chouette. Bah, chaque mois, quand on livre une version, ne serait-ce qu'un security update, tu vois? Ouais. Il faut que tu passes des tests, Ok. ce qu'on appelle le Google Approval. Donc c'est des tests, c'est comme ta test, suite, quoi, tu vois, de tests Ouais, ouais. unitaires, bah, sauf que toi tu en as passé, je sais pas, 500 000, 600 000. Des tests de sécu, des tests de compatibilité Android, enfin bref, tu as plein de trucs, ça s'appelle, Ok. les suites XTS. Le X étant, compatibilité test suite, security test suite, enfin plein de trucs. Mhm. Et si tu en as un qui merde parmi ces 500 ou 600 000 tests, bah, tu n'as pas le Google Approval. Et donc, t'as pas le droit Et tous de. ces Ouais. tests vérifient les requirements Android, qui évoluent dans le temps. Ok. Donc, quand nous, on est fournisseur d'un téléphone qui a Android dessus, bah, Ouais. il faut que on passe ces tests, non seulement chaque mois quand on réalise une version, mais aussi, et c'est le plus dur souvent, chaque fois que tu upgrades Android, quoi, que tu passes à une nouvelle version où là, tout change, les tests changent, vu que les requirements, l'API Android change, quoi, tu vois. Ok. Mais du coup, attends, pourquoi t'as pas le droit de shipper sans l'approval de Google? Bah, parce que ça fait partie De des la qualité. policies. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Mais c'est pas c'est une complètement licence. idiot. Non, mais c'est une licence qui va avec l'utilisation de la plateforme Android. Tu vois, c'est une Android. ligne de l'open source en fait. Ok, c'est open source, mais si vous shippez un device avec, il doit satisfaire un certain niveau de qualité parce qu'il y a l'image de Parce que nous, Google on en est fait. Android certifié. On est Android, D'accord. on a ce qu'on appelle le stock Android, Ok. le vanilla Android, donc l'Android de référence, qui n'est pas tout open source. Tu as le cœur d'Android qui est open source, iOSP, Android Open Source Project, mais les couches hautes, GMS, les Google Mobile Services, ne sont pas open source. Gmaps, enfin Maps, Gmail, tout ça, tu vois. Ok. Et donc, si tu veux livrer, théoriquement parlant, c'est ça, si tu veux livrer, ces éléments-là, en fait, à tes utilisateurs et utilisatrices, qui est notre cas, hein, je parlerai des alternatives, Android après, eh bien, il faut que tu aies ce truc-là. Il faut que tu aies cette licence-là, et dans cette licence-là, le prérequis, c'est que tu passes ces tests suite régulièrement. D'accord. C'est pas les seuls tests qu'on passe. On passe aussi, parenthèse, je ferme la parenthèse là-dessus sur les tests, mais on passe aussi tous les tests opérateurs, hein. Si jamais tu veux être rangé chez les opérateurs européens, Vodafone, SFR, Bouygues, Dans leur Orange, petit ce que tu magasin veux, là qui te mettent en avant, c'est tu ça? passes des tests techniques opérateurs aussi. Ok. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces trucs-là font que tu peux pas faire n'importe quoi sur ton device, et que la limite du reverse, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, ouais, si tu as pas la spec, c'est quand même compliqué, quoi. Et si tu as un test qui merde, de toute façon, tu pourras rien shipper. Donc tu bloques tes 100 000 utilisateurs pour un Ouais. device ou je Et ne sais quoi. tu peux tu peux les voir en avance de phase un peu? Enfin, c'est-à-dire que Oui, toi, oui, ouais, tout est tu peux les dispo, hein, OK, tu donc en fait, sais. eux, ils valident le vrai test, mais toi, tu peux runner ta Ah suite oui, de oui, tests. moi je les tourne. On a une, tu vois, on a un CI/CD, enfin on a une plateforme d'intégration continue, enfin d'intégration, on va dire, qui tourne régulièrement sur des reports, générés automatiquement par nous avant de les shipper à Bien Google. sûr, donc tu as tes tests et tu as leurs tests aussi, pour quand tu fais ce genre On a de tout un tas d'usines, ouais, ouais, j'imagine. de Toi, faire tourner les tests. Mais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est vraiment pas simple de faire durer Android sur un téléphone, mais que, au final, dans mon équipe, j'ai, on va dire, une dizaine de personnes avec des prestats extérieurs, on va dire, on a une 20-30 personnes, je sais pas. OK, On y arrive, quoi, tu vois? ouais, Avec cette équipe ouais. sympathique, mais quand même pas si grande. Comme Donc, quoi, ouais, guess what? l'argumentaire, Ouais, ouais. voilà, pourquoi d'autres ne le font pas? Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. On est un peu, si tu veux, je veux pas dire qu'on est la preuve de concept, parce qu'on est bien au-delà aujourd'hui, qu'on a des téléphones qui sont bons et qui marchent bien, et voilà, qui sont très, très bons techniquement. Donc on est plus qu'une preuve de concept, mais on est vraiment comment dire? Laboratoire, quoi.
Ouais, non, mais plus, tu vois, le moustique qui te fait chier dans ta chambre l'été. Ouais, je vois le C'est-à-dire petit qu'on est caillou dans la petit, mais chaussure. on peut Ouais. faire flic, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'on peut montrer que c'est possible et du coup montrer aux autres. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de travail avec le gouvernement français sur l'indice de réparabilité et de durabilité. L'intérêt de ces groupes de travail initiés par le gouvernement, c'est que c'est un homme, une femme, une voix. Mmh. Donc Fairphone a un siège, Apple a un siège, Samsung a un siège, donc c'est relativement équitable. OK. Et que quand on définissait des critères pour définir ce qu'est un bon, tu vois ce que c'est l'indice de durabilité? Tu sais, c'est tu vas à la Fnac, Ouais, tu vas ouais, avec c'est ton ça. téléphone, tu as Ouais. une note. C'est la même chose. Maintenant, Enfin, ça va c'est être le un truc, indice on européen. l'appelle aussi indice de réparabilité ou c'est un autre truc? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est la ça même chose. exactement. Ouais, OK. Et qui a été transformé en indice de durabilité et transformé au passage avec l'indice européen. Mais bon, en gros, c'est ça, c'est ces Mmh. notes-là. Je Là je où vais pas Apple, rentrer dans ils le ont pas détail, des ce qu'il bonnes notes, faudrait. quoi, non? Bah, il y a des oui, enfin, disons que il ce qui est bien, c'est que quand même, il y a quand même des boîtes qui essayent de faire des choses un peu mieux Mmh. aujourd'hui, mais quand même, oui, oui, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu achètes un téléphone, cher hein, qu'il va être Non, très c'est réparable. clair. Non, non, Bien souvent, il est très collé, hein, donc ça veut dire qu'il sera pas bien bien réparé. sûr. Ça me rend Hem, fou ça. Moi, j'ai grandi, tu sais, avec la tour où tu pouvais tout démonter et tout. Bah, j'ai un vieux Mac que tu peux ouvrir et tu peux encore tout changer. Maintenant, j'ai des trucs tout collés. Tu fais des tutos. La dernière fois, j'ai voulu l'ouvrir. Tu fais un tuto, je comprends rien. Tu te dis, mais pourquoi c'est aussi compliqué de l'ouvrir, tu vois? Et tu te dis, l'argumentaire qui est souvent sorti, c'est ouais, ouais, mais c'est plus compact. C'est parce que c'est notre matériel et tout. Non, en fait, il y a des moyens de faire des choses plus réparables, quoi. Arrêter de coller des Bah, oui, trucs oui, avec. oui. C'est Bah, fou. pour Il y a moi, des la vis, colle quoi. devrait être interdite, hein. Si tu me lances Non, là-dessus, mais je te dis, la colle devrait être interdite, bordel! ouais, je suis d'accord. En vrai, C'est c'est fou! ouais. Pense à ta lampe de poche, quoi. Ouais. Même si l'exemple il est un peu débile, mais quand même, ta lampe de poche, il ne te viendrait pas de quand tu étais gamin là avec une grosse pile plate, il ne te viendrait pas à l'idée de coller cette pile, putain. Enfin, tu vois, ça c'est des trucs qui me rendent dingue. Mais Bah, ouais. pour revenir, au gouvernement, voilà, aux instances de travail Attends, juste, partagées, tout juste, je ça. voulais dire un truc. Excuse-moi, Ouais. je te coupe encore une seconde, mais tu vois, moi, il y a un truc qui me rend fou. C'est que tu sais, tu connais cette boîte qui s'appelle iFixit? Oui, bah, on Tu vois? bosse grave Ah avec eux, bah, hein. carrément, mais tu vois, eux, moi, ça me rend fou de savoir qu'ils se prennent des procès parce qu'ils font des tutos. Ils proposent des tutos de Ouais, réparation je sais. et ils se prennent Mmh. des procès des boîtes. Mais qu'est-ce que c'est que ce tu vois? Bref, on marche sur la tête quand tu vois des trucs comme Ouais, ça, juste c'est pour dire sûr. à quel point faut pas se leurrer. Il y a une intention derrière de, empêcher de réparer parce que tu rachètes du neuf et que c'est ça qui rapporte de l'argent. Bref, ouais. Exactement. Désolé, parenthèse. Non, mais c'est bien toute l'ambition de Fairphone, de toute façon, Ouais. ce que tu décris là, d'essayer de sortir de ce cycle de dingue de je vends, Mmh. je permets l'utilisation pendant 1 an ou 2 et ensuite je jette. Non, notre objectif, c'est d'allonger la durée de vie des appareils. Et quand on est à cette table, du gouvernement français là, avec ses «concurrents» entre guillemets, ses compétiteurs, hem, pour le fait de n'être pas qu'une preuve de concept, mais d'être une boîte aussi, un industriel, hein, bah, c'est aussi intéressant parce qu'on montre que c'est possible de faire différemment. Mmh. Et là, on a eu beaucoup d'intérêt, on va dire d'écoute, des chargés de mission du gouvernement qui disaient: «Ah ouais, au fait, ouais, bah, si Fairphone fait ça, pourquoi pas vous, quoi?» Enfin, je caricature, mais c'était Ouais, un peu ouais, ça. ouais. Et du coup, on permet aussi de définir des lois ou on va dire un arsenal législatif qui correspond un peu plus à ce qu'on pourrait espérer, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette, Positif. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que vous le faites. même s'il y a des choses perfectibles, hein, mais Ouais, bon. mais vous le faites en plus avec le maximum de bâtons dans les roues. Parce que, je veux dire, Apple, quand ils le font pas, eux, ils maîtrisent leur firmware, il me semble. Non, en fait, ils maîtrisent, non? Plus Oui, bah, si tu prends Apple, oui, mais après tous n'ont pas, dans non, les téléphones c'est sûr. même, très gros, ils ont pas tous accès à toute la stack non plus, Ouais, quoi. ouais. Mais tu pourrais avoir une collaboration globale de l'industrie qui fait qu'en plus, ce serait rendu beaucoup plus facile, quoi. Si tout le monde était sur ce mode, bon, ça serait tu aurais moins à hacker le système, à recréer à reverse engineerer des firmware. Tu pourrais dire, bah, en fait, si tout le monde est sur ce mode 7, 8, 10 ans, on arrive à faire quelque chose beaucoup plus facilement durable, quoi. Ouais, Exactement. OK. Donc voilà et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire, là-dessus? C'est que aussi pour clôturer cette partie-là, donc Fairphone a toujours eu l'ambition, quand on était une campagne de sensibilisation, c'est que 3 ans après, au minerai de conflit, c'est que 3 ans après qu'on a monté la boîte, en disant: «Bah, notre impact est limité à travers cette campagne d'activistes», quoi, tu vois? Mmh. C'est bien de faire des pétitions, tout ça, je suis pas du tout contre ça, je trouve que c'est essentiel de travailler la prise de conscience et tout ça, mais sur cette thématique des minerais de conflit dans l'industrie électronique, on a voulu monter une boîte OK. pour avoir un impact de l'intérieur et c'est vraiment ça l'ambition, hein, c'est de changer de l'intérieur, donc d'être un acteur, industriel et de montrer
qu'on est profitable. C'est pour ça que moi, je me sens très. J'ai pas de tabou à vouloir vendre des téléphones. Je suis pas du tout commerciale, mais ça me dérange pas de participer au fait, à l'effort commercial, on va dire, pour qu'on en vende. Non pas pour qu'on se fasse plein de profits, mais pour qu'on soit rentable et qu'on montre que ça marche, en fait. On a une gouvernance qui fait que de toute façon, il y a personne qui peut partir avec la manette. Hein. C'est pas une Ça serait scope le parce qu'il y a comble pas de quand même, scope. ça serait le Non, non, comble. non. Ah ouais. Mais en gros, voilà, Ouais. moi, c'est important pour moi que Fairphone marche pour montrer la crédibilité d'un projet comme ça, en fait. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans que Fairphone existe, donc c'est pas un truc de hippie Ouais. utopique Non, non, c'est clair. avec un téléphone qui marche pas. Tu vois, le fait Ouais. de travailler sur des choses qu'il y a des gens qui m'ont demandé récemment, mais pourquoi vous avez investi tant d'argent sur une caméra super bien? Je dis, bah oui, mais parce que aujourd'hui, même mes potes qui adorent Fairphone, quand la caméra marche pas, ben, ils n'achètent pas un Fairphone. Bah, bien sûr. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des choses qui marchent très bien pour qu'on soit Au niveau. à la hauteur d'un téléphone de 500 ou 600 €, c'est le prix d'un Fairphone quand même, tu vois? Mais qu'en plus ça dure et que du coup les gens se disent en termes de, tu vois, sur le côté cost of ownership, enfin en gros, ça vaut le coup que je mette 5 ou 600 € parce que ce téléphone, je vais le garder 8 ans, 10 ans et qu'il y aura des pièces détachées sur 10 ans, il y aura un software support sur 8 ans, machin, tu vois? Ouais. Et du coup, finalement, il devient pas si cher que ça, ce téléphone Non, et c'est du clair. coup, on Ouais. participe à changer l'industrie dans le bon sens, tu vois? Et justement sur les minerais, comment vous vous fournissez en fait? Comment vous gérez ce truc-là? Alors là, pareil, hein, je peux te faire un épisode dessus. On a des livres blancs sur le sujet, mais en Mmh. gros, on a aujourd'hui 50% des matériaux sur lesquels on travaille, donc il y a 50% sur lesquels on ne travaille pas. On open source aussi tout ça. C'est extrêmement long de travailler une filiale d'un minerai, mais on choisit les minerais sur lesquels on a de l'impact, sur lesquels il y a des problèmes de gouvernance sociale ou environnementale. Donc là où ça craint le plus, quoi, comme le cobalt au Congo, par exemple, parce que socialement et au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Et une fois qu'on a fait ça, on essaie de voir l'état des lieux de cette chaîne d'approvisionnement et là où on peut changer les choses. Et bien souvent, ça part du début, donc de la mine, essayer d'insuffler des mines différentes. On a monté la Fer-Cobalt Alliance, l'Alliance de cobalt équitable, en RDC, pour justement essayer d'avoir un type de sourcing différent, plus équitable, où les mineurs sont mieux payés, où il y a moins d'enfants dans les mines, tout ça, tu Ouais, vois? ouais. Et ça, on le fait sur les 23 minerais restants. C'est-à-dire que sur un téléphone, tu as une cinquantaine, soixantaine de minerais. OK. Et on en a choisi un certain nombre sur lequel on peut vraiment avoir de l'impact, qui est utilisé fortement dans l'industrie aussi pour que ça puisse être répliqué. Et ça, c'est vrai sur les minerais, c'est aussi vrai sur le reste de la chaîne de fabrication du téléphone, donc c'est aussi vrai sur l'assemblage du téléphone. En Chine, on a un programme de living wage, de revenus dits décents et non pas minimum, où les gens qui sont sur la chaîne d'assemblage ont un meilleur salaire, donc font moins d'heures supplémentaires, et cetera, quoi. OK. Donc J'avais vu. c'est comme le Fairtrade chocolate, quoi, le chocolat Fairtrade ou Ouais. cacao que tu achètes, tu sais que, voilà, En le gros, tu te marteau que tu soucies mets de ta chaîne d'approvisionnement et tu comment dire? Tu essayes d'avoir de l'impact sur celle-ci plutôt que de ouais, juste sous-traiter en disant: «Débrouillez-vous, moi je veux que ça soit pas cher», quoi. Bon. exactement. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on fait de la traçabilité, qui est pas complète, hein. On pourra jamais être complet. Ouais. Il y a des milliers de suppliers, mais en tout cas, on essaye d'avoir une idée, la meilleure qu'elle soit sur cette, Parce chaîne que la d'approvisionnement. traçabilité, ça prend quelle forme? Tu demandes des comptes ou il y a des rapports qui sont ren comment ça marche? Bah, oui, oui, Ouais, bah, tu verras sur notre site, tu ouais. regardes supplier, Fairphone 6, voilà, tu as toute la liste. D'accord, ouais. Mais après, ça prend quelle forme? Donc, au-delà de cette liste-là qu'on open source, ce qui est important, c'est qu'on en fasse quelque chose de cette liste et qu'on aille les voir et qu'on essaye d'insuffler un changement dedans. Donc, les programmes de revenus décents. Revenus décents, hein, pour donner une idée, c'est on double le salaire. Quelqu'un qui a 300 $ de salaire en Chine, s'il est dans un programme qui a participé à une action Fairphone, enfin auquel a participé Fairphone, en général, on le double pour arriver à 600. OK. Juste pour te donner une idée. Ouais, ouais. Et grâce à ça, la personne a une meilleure santé, enfin une meilleure couverture santé, ses enfants vont à l'école et sont pas chez les grands-parents en campagne. Je parle de la Chine, hein, et moins d'accidents du travail, enfin voilà. Mmh. Heu et il faut savoir que pour arriver à avoir un revenu décent sur les chaînes d'assemblage en Chine, ça nous coûte 2 $ par prix final du téléphone. D'accord, OK. Hein, donc encore une fois, hein, si nous on le fait, pourquoi pas les autres? Bref, Ouais, non, mais ce qui est c'est cher dans ce truc faire là, ça ces programmes plus éthiques au niveau du sourcing, c'est quand même les minerais, c'est pas tant l'assemblage. OK. Et l'ambition, c'est voilà qu'on explique là où on en est pour vraiment, faire en sorte que que les choses changent et que, et ben,
on puisse participer à invisibiliser les travailleurs et les travailleuses derrière cette chaîne d'approvisionnement. Ouais. Tu dit visibiliser? Ouais, tu dit Invisible, non, ouais, les rendre moins invisibles, ah les ouais, visibiliser, ouais, pardon, les c'est visibiliser. ça que je Ouais, veux c'est dire. ça, je me dis: «Non, c'est pas ça qu'on veut faire». Les Ouais, rendre visibles, visible, pardon, ouais, et ça marche. arrêter de les invisibiliser Ouais, OK. pour rendre, je crois que c'est un chercheur qui s'appelle Antonio Casilli qui disait ça, il faut participer à les rendre moins invisibles Bien sûr, parce qu'en comprenant qui ils sont derrière, bien sûr. ces gens-là, bah, tu vas pouvoir, faire un peu d'empowerment, quoi. Ouais. Et concrètement, c'est ça, en fait, qui se passe. C'est ce qu'on décrit, hein, on écrit des reports là-dessus, on communique quand même pas mal sur les impacts qu'on a. Au-delà de tracer, il faut pas tracer pour tracer. Mmh. Avoir une traçabilité de la supply chain juste pour dire: «Bah, tiens, on connaît tous nos suppliers», ça sert à rien, en fait. Bien sûr. Faut avoir de l'impact sur cette supply chain, quoi. Mmh. OK. Donc tu as des gens chez Fairphone qui sont payés à faire que ça, tu vois? Ouais, c'est À faire en sorte d'avoir des programmes d'amélioration des conditions de vie et de travail des gens, ouais, quoi. ouais. OK, bah, écoute, c'est fantastique. C'est quoi, la suite pour Fairphone, là? Bah, la suite de Fairphone, c'est d'avoir, encore plus de parts de marché. Mais encore une fois, pas pour Ouais, une bien sûr. volonté d'avoir du profit pour du profit, mais pour avoir plus d'impact. Vraiment, je le souhaite sincèrement. C'est d'être, plus influent, d'avoir, moi je suis pas légaliste, mais je crois beaucoup à la partie légale. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'en montrant, par l'exemple, en fait, qu'on peut faire les choses différemment, on peut influencer la loi et parfois la loi, fait que des, big tech puissent changer, hein. On a plein d'exemples en tête, hein. Ouais, ouais, le Hem chargeur USB-C, là, ça, Bah oui, le chargeur c'est USB-C, dingue, voilà, ça. c'est Franchement. classique. Bah ça, Attends, mais c'est voilà, tu sais que il y ça aurait me pas eu de loi, il y aurait rien eu, non, hein, c'est ça, mais ils ont quand même trouvé le moyen, donc bref, je vais troller un peu, mais tu sais, ils ont enlevé la prise jack pour faire les écouteurs Bluetooth. Alors oui, oui, c'est de l'innovation, mais d'un autre côté, maintenant, tu peux plus charger ton téléphone et écouter de la musique enfin si, pardon, tu peux en Bluetooth, mais tu vois, moi j'ai des écouteurs avec un jack encore, je suis vieux jeu, et en fait, je peux pas le recharger et le brancher en même temps sur mon téléphone. En plus, j'ai un adaptateur exprès pour les... Enfin bref, c'était relou, quoi. Tu vois, mmh. il y a toujours à trouver un moyen de... Ouais. Bon, la prise jack en plus, enfin, pareil, hein, je pourrais t'en Ouais, parler longtemps. Les prises jack, je veux pas défendre les fabricants, hein, qui ouais. font ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué, ça prend beaucoup de place, les prises jack Ah dans ouais? les téléphones. OK, OK. Nous, on a galéré et on en a enlevé justement à cause de ça, à cause de la mais bon, nous, on avait cette ambition de Ouais, modularité et de réparabilité, ouais. mais c'est enfin bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a ces choix de design ont forcément un impact différent selon les Ouais, marques, quoi. c'est clair. Mais le l'USB-C, c'était un truc marrant parce qu'il y avait tout un Bah truc de il oui, fallait notre propre truc, et puis quand on impose, et ben voilà, il y a de l'USB-C partout dans le monde maintenant et c'est vachement mieux. C'est pareil sur tous les devices maintenant, c'est même des trucs qui sont pas des téléphones, en fait, c'est beaucoup mieux, quoi. Bref, exactement. OK. Bon, bah, cool. Écoute, on a fait plein de sujets. Bon, j'ai envie de encore te poser plein de questions sur Fairphone, mais je pense qu'il faut qu'on aille sur les questions de fin, si ça te va. Ouais, bien sûr. Tu me l'as un peu dit, mais si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je pense que tu sais, dans les stéréotypes que j'avais au début de la carrière, il y avait ce truc de la Silicon Valley là, le mirage, Ouais, «Ah les ouais. US c'est trop bien». Bah, en fait plus du tout, j'ai plus du tout envie d'aller à Silicon Valley, c'est pas juste parce qu'il y a Trump, Ouais, maintenant c'était il y a bien avant Trump, il y a Trump. Musk, c'est Mais bien avant compliqué. ça, Ouais, hein, ouais, ouais, mais là, c'est vraiment mais oui, là c'est sûr que je vais pas y ouais. aller. Donc voilà, ça j'ai changé. J'ai changé aussi sur, je pense que voilà, il y a 25 ans quand je sortais de mon école d'ingé, j'étais biberonnée à un jour tu seras chef de projet donc bah, voilà, j'ai changé au fur et à mesure de ma carrière en me disant qu'on n'est pas forcément, obligé de faire du management, même si j'en fais quand même pas mal aujourd'hui, je dois dire. C'est pas c'est pas la voie royale, quoi. On peut rester Mmh. technique tout en ayant, une évolution de carrière qui soit cool. Voilà. Ouais, OK. Non, mais ça, c'est, intéressant. Mais c'est vrai qu'en France, ça a un peu changé. Aux US, ça a changé un peu avant, qu'ici, Ouais. ce truc-là. Nous, moi, pareil, je suis sorti d'école d'ingé il y a 15 ans déjà, je sais plus. Et ben, tu as ce truc de manager, quoi. En fait, manager, c'est le manager, chef de projet, c'est ça les postes d'ingénieur, Ouais. en fait. Tu peux pas être tech, contributeur individuel. Alors que toi, tu dis que tu fais du management beaucoup, mais tu es quand même très, les mains dedans, en fait, Oui, 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 très, oui. Non, non, mais quand même, après, on reste une boîte petite, mais oui, oui, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai pas mal d'ingés dans mon équipe, quoi. ouais, Et je suis la plus vieille et j'essaie quand même de leur dire que c'est cool qu'ils restent staff, ouais, et qu'ils évoluent pas comme, ouais. engineering manager, quoi, tu vois? Ouais, tu pas obligé. Non, mais tu as tout un sujet de l'évolution et de comment ces trucs-là sont reconnus, et aussi d'un point de vue rémunération. Ouais, C'est-à-dire que pendant longtemps, complètement. on rémunère uniquement le manager plus haut que les autres, alors qu'en fait, un contributeur individuel peut avoir autant d'impact qu'un manager. Bah, C'est 2 carrément, choses complètement, c'est «perpendiculaires» ça. entre guillemets. Ça a tendance à changer, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais, je suis d'accord.
Ok. Et alors, une opinion tranchée sur un sujet. Choisis-en une. Les technologies ne sont pas neutres. Hmm. Voilà, si vraiment à la fin de ce podcast, les gens peuvent retenir quelque chose, c'est ça. Je pense que, je l'ai un peu dit, hein, à travers tout ce que j'ai expliqué sur mon parcours et tout ça, mais voilà, on peut pas se dire que, ah bah si, la techno est neutre. Le couteau, regarde, le couteau, il y avait ce fameux exemple du couteau qui avait Ok. été repris pendant l'AI Act, là, je me souviens, où, je ne sais plus quel représentant des consortiums, de Meta et cetera disait: «Mais si, regardez Ouais. le couteau, il peut servir à mettre du beurre sur la tartine ou à tuer quelqu'un, donc c'est l'usage, le problème, c'est pas Ouais. l'outil». Bah si, en fait, l'outil peut, derrière avoir, il y a de la production culturelle, industrielle, sociale. L'outil est pris dans des réseaux complexes où il y a plein de parties prenantes, Ouais. donc ouais, Parce que ça se l'outil n'est résume pas pas juste à l'usage, en fait. Il y a tout avant. C'est ça qu'ils disent pas quand ils exactement, prennent l'exemple du couteau. Ils prennent, ouais, exactement, c'est ça. exactement, et derrière cette idée, enfin, après cette idée, il y a aussi le fait de dire que la tech, ne va pas nous sauver, donc en tant que gens qui on officialise, enfin, on a un rôle dans la tech, quoi, mais peut-être que le premier truc qu'on devrait faire en tant qu'expert ou experte, c'est de questionner le besoin de la tech. Pas le besoin en tant que quel logiciel vous voulez faire, mais le besoin en tant que tel, à savoir est-ce que vous avez vraiment besoin d'un nouvel outil? Est-ce que ça serait pas mieux de maintenir celui que vous avez déjà? Hmm. Tu vois? Ouais. Maintenant, c'est the future, quoi. Tu vois? C'est Ouais, en ouais, gros, ouais. Oui, moi, je me souviens mais quand j'étais en ouais. ESN, faire de la maintenance, c'est la punition, mais en fait, pourquoi? Tu vois? Refaire à chaque fois des projets. Oui, c'est vrai que dans le modèle ESN, c'est un peu le truc lucratif, mais en même temps, ça peut être Hmm. aussi cool de pas refaire un projet, de maintenir l'existant et de plus s'interroger à comment on va l'optimiser pour pas qu'il y ait une consommation de ressources, Oui, puis souvent, le violente. maintenir, c'est pas juste le maintenir, c'est-à-dire c'est aussi l'améliorer. C'est quand tu le maintiens, Bah en oui, fait, voilà, souvent tu cherches des améliorations incrémentales, tu peux faire plein de trucs. C'est et parfois, c'est pas la tech qui va sauver un problème, quoi. Oui. C'est ça le truc. Des moments, moi, je me souviens, j'avais fait une keynote à un événement sur l'éducation, et le numérique, je sais plus quoi, des conseillers au numérique dans l'éducation, à l'école primaire, tout ça, et donc je parlais à plein de conseillers du numérique, quoi, si tu veux, dans les écoles, et je me souviens, ma conclusion, c'était, voilà: «La tech va pas nous sauver, il faut peut-être mettre le chauffage dans les écoles et payer mieux les profs». Et là, j'avais plein de gens qui me regardaient en me disant: «Ouais, c'est ça», mais ils pouvaient pas trop le dire parce qu'il y avait leur chef à côté, machin, donc mais j'avais eu plein de retours positifs de gens qui Ouais. étaient venus me voir en disant: «Mais oui, mais bien sûr». «Bah oui, mettre des tablettes dans les écoles, je suis désolée, mais au-delà du côté, est-ce que ça craint pour les mômes? De toute façon, ces putains de tablettes, elles restent dans les tiroirs parce qu'il y a personne qui est capable de bien les Ouais. maintenir, voilà, tout ça, et on parle pas du coût environnemental de ces tablettes et tout ça, et si on payait un peu plus les profs qui sont censés les utiliser, Non, c'est clair. Ouais. pour s'occuper de nos mômes, ça serait bien». Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je vois, tu sais, il y a plein d'applis, tu sais, pour avoir le bulletin en live et tout. Enfin, bref, où tu communiques avec les profs. Oui, Et des trucs comme c'est- Pronote, ouais, ouais, ouais. ouais, Mais ça, c'est moi, ça. j'ai Pronote, je pète les plombs sur Pronote parce que au-delà, enfin là, je suis désolée, tu étais sur la fin là, mais Non, non, mais t'inquiète, Pronote, vas-y, c'est vas-y. un truc horrible, hein, parce que Ouais. mon gamin qui est en 4e, qui arrive avec une note horrible, Ouais. enfin horrible, j'en sais rien, Ouais. une mauvaise note, quoi. Le pauvre, il a peut-être déconné, mais il a même pas le temps de De préparer son l'expliquer. Ouais, ouais, tu le il a même reçois pas le temps pas. de me hacker. Déjà Ouais, d'une, ouais, il a je pas suis le temps de me d'accord. Et hacker ça en me disant: apprend à «En se fait, je la débrouiller. Ouais, gâche». ouais, ouais, je suis d'accord. Mais en plus de ça, il a même pas le temps de me faire le pitch. Donc quand il arrive à la maison à 6 heures et que moi je suis déjà montée dans les tours, et je le défonce, ce qui est débile, tu vois? Alors qu'il pourrait Bien avoir ce truc-là sûr. de dire: «Faut que je t'explique» et machin, donc c'est horrible, horrible ce truc de Pronote, mais putain, si on pouvait nous enlever ça des mains là, ce serait super. Et puis tu vois, c'est de l'ultra connexion, tu sais tout en temps, voilà, il a été retenu, il a fait, genre Ouais, et putain, puis le t'as nombre pas de besoin de le conneries que j'ai savoir fait au dans ta journée de collège, travail aussi. T'as d'autres trucs à penser, bordel. Putain. Oh. Ah, ouais, c'est clair. bien sûr, tu vois? Donc la surconnexion, ça va pas tout résoudre, hein. Ouais, je suis d'accord. Mettez-nous des profs mieux payés et puis du chauffage dans les écoles, je suis d'accord. Nous, on a le chauffage qui saute régulièrement aussi là. Ça rend fou. Tu te dis, tiens, il y a des trucs Et sur Internet là, il n'y a pas le chauffage quoi. et laisser, faire nos gamins faire l'école buissonnière et qu'on ne le sache pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas trop quand même, hein, parce que moi après je me suis inquiet. Non, pas trop, mais je Non, veux non, dire, ça passe aussi par ça, quoi, tu non, mais vois? je suis d'accord que ce côté un peu, en fait, c'est libérateur. Ultra contrôle, Non, mais ultra c'est contrôle. libérateur un peu cette liberté quand tu te construis en tant qu'enfant, adolescent. Tu vois, à un moment, il y a des choses que tes parents ne savent pas. Et en fait, Et ça fait du ça bien, fait du bien. voilà, c'est Ouais, c'est sur ça bah que tu te oui. construis aussi. Donc c'est vrai que, putain. Écoute, moi, elles sont plus petites, mes filles, mais j'ai pas hâte. Tu verras, on en reparle quand il Ça sera en roule. 4e. Ça marche. Eh ben, écoute, 2 petites questions encore. Est-ce que tu aurais Vas-y. un livre à recommander? Oui,
Un livre très généraliste, mais qui est très bien quand on veut s'intéresser un peu à tout ce que j'ai dit, c'est «L'envers de la tech, ce que le numérique fait au monde», qui est paru il y a quelques mois, OK, ouais, chez les Pérégrines et c'est de Mathilde Saliou. Super livre. très bien. Tu me le pitches en deux phrases ou? Et ben, c'est un bouquin qui va parler et du problème, environnemental, mais aussi social de la tech. Donc, sur plein de points de vue, pas que sur l'usage, mais aussi sur, les problèmes d'extractivisme. Mathilde, elle a interviewé, une personne de la diaspora congolaise, voilà, OK, sur les sujets. David de Génération de Lumière qui explique tout ça. Donc il y a plein, plein d'angles. C'est un bouquin qui est lu assez rapidement, pas très compliqué à lire, très fluide et qui permet vraiment d'avoir toutes les, facettes OK, technocritiques. hyper intéressant, je le mettrai en description. Et est-ce Voilà. qu'il y a un truc que tu aurais aimé faire mais que tu as jamais fait? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé faire et que j'ai jamais fait? Eh ben, un marathon, tiens, voilà. Non, j'aimerais bien faire un truc, j'aimerais bien marathon, je sais pas si j'aimerais bien en faire un, mais j'aimerais bien, j'ai commencé de marcher sur Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon père et mon fils, différemment, voilà, et j'aimerais bien un jour le finir quand même, voilà. OK, c'est combien de kilomètres? Je sais pas, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein, ouais, c'est long, hein. Ouais, il faut faut se motiver. Non, mais c'est un truc enfin moi oui, je connais quelques personnes qui l'ont fait, effectivement, c'est assez, j'ai l'impression assez bénéfique, assez transformateur, donc c'est vrai que c'est un Tout à fait. truc assez cool. Bon, bah, écoute, très cool, merci Agnès pour tout ça, c'était hyper intéressant. Je me suis régalé de faire cet épisode avec toi. Est Merci Mathieu, c'était super. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Oui, Ou long, si bah, tu le veux, mot de la ce que fin, tu je vais veux. ouais, je vais reprendre un petit peu, ce que je t'ai dit là, sur la conclusion, voilà. En tant qu'expert et experte, inviter d'autres gens qui soient pas, comme vous, qui soient pas expertes et experts du numérique, pour prendre des décisions qui peuvent avoir un impact, démocratique, en fait. Voilà. Toutes qu'on est, quand on bosse dans ce secteur de la tech, on a un impact. Il faut toujours s'interroger sur cet impact et essayer de pas être, les seuls, représentants et représentantes Mmh, à faire des choix techniques pour que le numérique devienne, émancipateur, choisi et pas subi et aliénant. Voilà. très bien. Eh ben, Un autre enjeu de société important, peut-être le plus important du moment, c'est bien sûr l'IA. Et l'IA, ça va vite, même pour les ingénieurs IA. Alors, ce que font certains, c'est que plutôt d'attendre la vague, d'essayer de surfer dessus, ils essaient de passer en dessous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils tentent de reprendre le contrôle de cette technologie. Comment? Eh bien, en repartant des bases. Pour Marina, ça a commencé par recoder son propre LLM, une sorte de ChatGPT maison qu'elle a codé et entraîné elle-même. Elle m'avait raconté toute son aventure dans cet épisode. on finira sur ça. Merci encore Agnès Merci pour, Mathieu. ton temps, c'était très cool et je te dis à Au bientôt. revoir. Salut.